Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau volet de mon historique économique. Pour cette occasion, j'ai décidé de dédier cet épisode à un économiste plus contemporain, après Aristote qui est très ancien, avouons-le, et Adam Smith qui est lui aussi assez ancien de plusieurs siècles. Donc cette fois, toujours aussi intéressant naturellement, faites place à John Kenneth Galbraith. Ce cher John est, comme vous l'aurez deviné, vu l'originalité de son prénom, un Américain. En fait, il est même Canadien et Américain. Il est né en 1908 et meurt à l'âge de 97 ans en 2006. Cela dit, il ne faut pas le confondre avec son fils James, lui aussi très populaire dans la presse. Cet homme, John, est très connu pour être resté un conseiller de Roosevelt, président des États-Unis de 1932 à 1944, ce qui témoigne, il faut le dire, d'une certaine importance de ses propos quant à la science de l'économie. Il fut aussi professeur dans de prestigieuses écoles comme Princeton dans le New Jersey, puis à Harvard, à Cambridge, dans le Massachusetts. Hey, toi aussi tu peux réviser tes états américains avec historique économique. Changeons de pays et notons que John Fitzgerald Kennedy le nomma ambassadeur en Inde de 1961 à 1963, où il contribua, rien que ça, à mettre fin au conflit avec la Chine en 1962. Il sera par la suite conseiller économique de plusieurs présidents américains démocrates. Et à partir de 1971, il enseigne dans plusieurs universités européennes. Il élabora ses théories dans un cadre aux tendances à la fois keynésiennes et surtout institutionnalistes, tout en restant très hétérodoxe et très critique vis-à-vis de ses collègues. Il va d'ailleurs critiquer fortement la politique de dérégulation menée par le président américain Ronald Reagan et l'intégrisme économique d'autres économistes comme un de ses contemporains, Milton Friedman. Enfin, sachez qu'il est l'auteur de très nombreux livres et articles choyés par les médias. Il est, à ce titre, l'économiste le plus lu du XXe siècle, which is nice, comme ils disent là-bas. La filière inversée est la première des théories de Galbraith dans le sens où elle est très retenue par les médias et par les milieux universitaires. Je rappelle ou apprends aux néophytes qu'en économie, on considère de manière très théorique, très schématique, que c'est le consommateur qui possède le pouvoir, dans la mesure où c'est sa demande qui pousse l'offre à s'adapter, et donc la production de biens et de services. Ainsi, prenons l'exemple où vous voulez des pommes. Les producteurs vont se dire « Tiens, il y a moyen de faire de l'argent en produisant des pommes, vu que tout le monde en veut. » Voilà, facile à comprendre. Il s'avère que selon les travaux de Galbraith, on peut se retrouver avec des situations où la firme, l'entreprise, possède ce pouvoir, à savoir pousser la demande à s'aligner avec son offre. Comment est-ce possible, me demanderez-vous? Est-ce que vous avez un téléphone mobile près de vous? Bon, vous vous dites, Samsung, Nokia, HTC ou Apple, ils produisent en fonction de ce que nous, les consommateurs, demandons. Ok, soit. Mais avez-vous réellement besoin de ces appareils? Non. On a fait germer dans vos cerveaux l'idée selon laquelle vous avez besoin de ces produits. Et certains sont encore plus forts, notamment Apple, qui avec son image de marque vous fait croire que leur produit est bien plus indispensable qu'un vulgaire smartphone, alors que la seule fonction à peu près utile est le téléphone, les mails et les SMS. Or l'iPhone possède ses qualités génériques, ses qualités générales, tout comme les autres smartphones. Alors qui possède le pouvoir ici? L'énoncé de Galbraith est simple, je cite. Ce sont les entreprises qui imposent des produits aux consommateurs et non l'inverse. Fin de citation. Et ce, parce qu'elles ont des poids économiques, politiques et médiatiques incroyables, faramineux, et que les plus grandes entreprises peuvent imposer l'achat de certains produits aux consommateurs par le biais de la publicité, de certaines politiques de prix, ou d'un accès facilité au crédit ou à la consommation. En résumé, la filière inversée porte ce nom car au lieu de voir les entreprises recueillir l'information sur la demande, ce sont en réalité elles-mêmes qui se fixent un objectif à atteindre, faisant, par la même occasion, pression sur le consommateur pour parvenir aux objectifs en question. De fait, les consommateurs ne dirigent plus le marché, mais sont conditionnés par le marché, et ce marché est lui-même guidé par les décisions de ce que Galbraith nommera ensuite la technostructure des entreprises. Bon, je l'avoue, j'ai spoilé le titre de cette partie avec les derniers mots de la précédente. La technostructure des entreprises. Quel vilain mot, on est d'accord. Déjà on connaissait, ou on ne connaissait pas, la superstructure de Marx, incompréhensible, et là on a la technostructure. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, Galbraith, en exposant les progrès de la technologie dans l'organisation des entreprises, il dégage l'idée selon laquelle les individus qui prennent effectivement et réellement les décisions des entreprises, ces individus n'appartiennent plus à la classe des détenteurs de capitaux, mais une catégorie nouvelle qui se distingue et s'impose par ses connaissances technologiques et organisationnelles, les gestionnaires, ou managers. Grossièrement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, laissez-moi vous répondre.
Dans les entreprises, comme vous le savez sans doute, les propriétaires sont assez naturellement les dirigeants. Sur l'acte de propriété de votre maison, supposons que c'est une entreprise, finalement, c'est votre nom, c'est vous qui l'avez acheté, vous êtes le propriétaire, vous dirigez. Tout le monde peut saisir cela. Ainsi, dans la plupart des grandes boîtes, on a un conseil d'administration où siègent les grands actionnaires qui possèdent beaucoup de parts de l'entreprise. Car oui, en fait, les entreprises peuvent être possédées par petits morceaux, et plus on a de ces parts ou, qu'on appelle actions, plus on pèse dans le jeu décisionnel de la firme. Et bien en fait, depuis que la technologie est de plus en plus vénérée dans le monde de la production, une nouvelle classe de mecs qui dirigent, les gestionnaires, s'affirme. On les appelle aussi les managers. Il fut un temps où c'était des ingénieurs, car ils comprennent mieux les processus de production, bien mieux que les actionnaires qui ne font que diriger à vrai dire. Mais de plus en plus, ce sont des diplômés d'écoles de management, donc de gestion, car ils gèrent, gérer vous avez compris, beaucoup mieux les fondements de l'organisation de l'entreprise. Après tout, ils ont payé une fortune dans les écoles, alors faut bien qu'ils gagnent en importance. C'est donc cette catégorie de nouveaux dirigeants que Galbraith appelle la technostructure, que l'on pourrait très schématiquement comparer à une technocratie économique, c'est-à-dire une élite basée sur les connaissances et les capacités de gestion. C'est par sa force intrinsèque que cette bureaucratie parvient à imposer certains choix à ses clients, dans le cadre de la filière inversée, nous l'avons vu précédemment. Donc voilà, je vous ai introduit aux deux notions clés de Galbraith qui sont en fin de compte très liées. En effet, la filière inversée, à savoir le pouvoir des entreprises de forcer les consommateurs à acheter leurs produits plutôt que de s'adapter à la demande en créant un besoin qui était inexistant, c'est un concept intimement lié avec l'efficacité croissante des entreprises dans leur organisation et leur gestion d'image, et ce, bien entendu, grâce à l'avènement de la technostructure. Ces entreprises sont si efficaces que parfois on s'entend dire à nos grands-parents, à nos parents, à nos oncles et tantes « Comment faisais-tu pour t'occuper avant les smartphones ?» Eh bien, ils vous répondront évidemment qu'on s'occupait autrement, mais la pub nous a fait croire qu'une autre façon de vivre est inconcevable. Évidemment, concernant Galbraith, c'est un homme qui occupa des postes si importants, on se doute qu'il ne s'est pas contenté de comprendre ce changement du système, bien que ces éléments soient d'une impertinence et d'une importance majeure. Cependant, ces autres théories sont d'un impact minime, et je cherche à vous faire aimer l'économie et à vous présenter brièvement les économistes, pas à vous faire toute leur biographie ni un cours exhaustif. Bien à vous, chers amis.